Bonjour à tous et bienvenue pour la vie, analyse et explication de l'épisode 4 de The Walking Dead Dead City. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu ou de vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et n'oubliez pas que je suis en stream tous les soirs sur Twitch à partir de 21h. Ma chaîne est dans la description. Comme je l'annonçais il y a quelques mois, il devait bien y avoir une scène flashback avec Simon dans Dead City, et ce qui devait arriver arriva. L'épisode commence avec un flashback au sanctuaire, on y voit Negan assis, une table pleine de nourriture qu'il vole aux communautés voisines sans doute, comme le royaume ou la colline, et j'ai comme l'impression que sur ce passage, Negan répartit les rôdeurs autour du sanctuaire. Nous pouvons y voir des croix, et en haut marqué Dead Pricks, et pas besoin de vous faire une piqûre de rappel, Negan a un vocabulaire très familier, Pricks pourrait avoir plusieurs significations. Enfoiré, con, mais pour faire simple, ce serait écrit enfoiré de rôdeurs. Simon va alors débarquer en expliquant à Negan qu'ils ont un problème. Le regard de Negan nous indique très clairement qu'il sait exactement de quoi parle Simon. On découvre alors le Croate, juste après une séance de torture. Il a torturé la jeune fille dont Negan nous a parlé dans l'épisode 2, réussissant à lui faire avouer qu'elle était bien du royaume. Le Croate semble très heureux d'avoir pu extraire des informations sous la torture et ne montre aucun remords. Il n'obéit en rien aux ordres de Negan, ce qui prouve qu'il est un électron libre. Il explique que c'est sa manière à lui de faire les choses, et que c'est grâce à cela qu'il a réussi à savoir où était l'emplacement des armes de la colline. Cela confirme aussi les dires de Negan, nous expliquant plutôt qu'il avait laissé faire car le Croate avait des compétences utiles. Negan ne parle pas, il regarde le cadavre de la jeune fille et comprend à ce moment-là qu'il a trop laissé tarder. Soit dit en passant, Simon est très hypocrite, puisqu'il ose dire que les enfants sont un mur infranchissable, alors qu'il a orchestré une tuerie à Oceanside en exécutant les hommes âgés de plus de 10 ans. C'est donc comme ça que l'épisode 4 commence, avec la fameuse intro tant attendue, que j'ai appréciée d'ailleurs, même si je la trouve un chouïa trop rapide. Il y avait une vibe sympa des saisons 7 et 8, et on avait même l'impression que le duo n'était jamais parti. J'aime la tentative de rendre l'histoire plus réaliste en fournissant des passages de ce style, pour donner de la crédibilité au personnage du Croate, sous le regard d'un Negan désabusé, comprenant l'erreur qu'il a commise. Espérons que la saison 2 donnera à la série plus de flashbacks, car elle a le potentiel de nous offrir de grands moments grâce au jeu de Stephen Hogg et Zeljko Ivanek. Peut-être trop court, mais pas inintéressant, avec un mélange de nostalgie, de fanservice et de passages qui contribuent à rendre cette nouvelle histoire un peu plus crédible, Dead City fait au moins l'effort de rendre le scénario plus réaliste afin que nous spectateurs croyions beaucoup plus en cette nouvelle histoire. Retour dans le présent, alors que Maggie, Negan et le petit groupe se préparent à l'attaque contre le Croate. Amaya demande alors aux autres où est passé Luther, car d'après elle, elle l'aurait cherché partout, et j'aimerais quand même dire qu'il faudrait aller chez l'opticien. Comment avez-vous pu rater une masse comme Luther ? Cela voudrait dire que Negan se serait vraiment éloigné de l'endroit avant la mort accidentelle de Luther. Amaya s'inquiète mais Tommaso la rassure en lui rappelant que Luther ne voulait pas participer et qu'ils doivent se dépêcher car le temps est compté. Negan rangera alors sans aucune discrétion la pommade de Luther qui lui a permis de soigner sa blessure. Maggie lui demandera s'il est prêt et il répondra avec sincérité que non. Il a du mal à trouver ses mots mais explique qu'il a peur que cela devienne trop familier puisqu'il craint que les paroles du Croate sonnent comme une chanson. J'ai compris cela de deux manières différentes, mais elles peuvent être combinées. Negan n'est pas préparé à le revoir, car il craint les souvenirs dont il pourrait se rappeler, comme l'avoir laissé torturer des gens, ou Negan n'est pas prêt à le revoir, car il a dû aimer cet homme qu'il a lui-même sauvé il y a de nombreuses années auparavant. Maggie lui raconte une petite anecdote, et Negan plaisante avant de lui demander où sont ses allumettes. Petit point à souligner, puisqu'il y a encore une légère avancée dans le duo. Car oui, malgré les tensions, Negan se permet de plaisanter et Maggie lui raconte encore quelques anecdotes. Ce qui prouve que les personnages arrivent à un peu mieux discuter par rapport à avant et c'est toujours appréciable de voir cette tension électrique. Le groupe part... Wow, attendez, on va faire un petit bond en arrière puisque là il y a 4 plans de Manhattan qui servent de transition et putain qu'ils sont beaux. Oui, parce que depuis le début de la série, très souvent, des plans de Manhattan ont été utilisés pour les transitions. Et c'est vraiment super joli.
Ça nous permet de voir l'étendue des dégâts et de voir l'enfer qu'est Manhattan. Le groupe se prépare donc à descendre dans le métro pour se rendre au Madison Square Garden. Maggie s'arrête devant une grille et vous pouvez voir que du méthane s'en dégage. C'est le gaz utilisé par le Croate. Juste derrière, nous pouvons apercevoir le personnage de Ginny, qui se balade toujours aussi tranquillement. En arrivant sur les lieux, le groupe fouille des pièces qui ressemblent étrangement à des salles de torture. Le regard de Tommaso est très clair, indiquant qu'il s'agit de l'endroit qu'il connaissait et qu'il a dû fuir. Maggie s'empresse de fouiller les pièces, espérant trouver Herschel, mais elle est horrifiée de voir un rôdeur qui pourrait ressembler à son fils. Negan comprend sa peur et son chagrin quand il la voit. Il décide donc d'aller voir de lui-même si c'était bien Herschel Jr. Amaya va donc expliquer le plan, et je ne vais pas vous mentir, au premier visionnage, j'ai eu du mal à le comprendre. Il est assez vite expédié, je trouve, mais je remercie Naz, ma modératrice, qui m'a aidé à le comprendre, et avec ça, j'ai revu l'épisode afin de mieux le décortiquer. Le plan se déroule ainsi. Amaya et le groupe vont attendre de leur côté, afin que le Croate ne les repère pas. Pendant ce temps, Maggie doit préparer une voiture, et Negan doit attirer le Croate dans le garage. Une fois attirés, Maggie et Negan partiront en voiture à l'autre bout de la ville, suivis par le Croate, laissant le temps à Tommaso et le reste du groupe de se fracasser la gueule avec les Burazzi. Dans le regard des personnages, ça ne respire absolument pas la confiance. J'appelle même ça une mission suicide. Car oui, Tommaso et son groupe vont défier le diable pour des personnages qu'ils ne connaissent même pas. Que comptait-il faire avec seulement 10 personnes? Negan avait prévenu à l'épisode précédent que le Croate avait dû bouger les choses dans cette base. Ils ne sont absolument pas en terrain conquis, et se jeter dans la gueule du loup comme ça, c'est un peu facile. Mais nous pouvons croire que c'est le plan de dernier recours, et que le groupe de Tommaso est fatigué de courir depuis tout ce temps, et qu'il est enfin l'heure pour eux d'affronter le Croate. Maggie et Negan se retrouveront seuls. Voyant un Negan confiant de récupérer son fils, Maggie cherchera à lui dire la vérité concernant la petite Ginny, mais elle découvrira dans son sac le baume appartenant à Luther. Maggie a voulu jouer la carte de la sincérité, mais s'est rendu compte que Negan n'était pas honnête et a décidé de se couvrir en choisissant de ne rien dire. J'aime énormément ce passage car les personnages essayent de se dire la vérité, mais à cause d'une incompréhension et surtout la peur d'être sincères l'un envers l'autre, ils n'oseront pas se dire les choses. Malgré la tension, ils voulaient être honnêtes. C'est quand même une grande étape dans le développement du duo, mais le manque de confiance les empêche de l'être à 100%. Chacun se protège. À la suite de ça, nous verrons le Croate avec une jeune fille. Le Croate a très bien compris qu'elle était nerveuse et pourtant il va chercher à la rassurer. Le passage est assez malaisant, puisque le personnage a l'air d'être assez sincère envers elle, il est fier qu'elle soit devenue aussi forte, la rassure et décide de lui offrir un bonbon. Alors tout a l'air d'aller bien, sauf que nous, spectateurs, nous savons ce qu'il fait subir aux enfants, ce qui donne à la scène une ambiance un peu particulière. Nous le savons, il est capable de lire les gens, et il a l'air aussi d'avoir un drôle de problème avec les enfants. Non, parce qu'entre la gamine qu'il a torturée il y a des années, l'enlèvement du fils de Maggie, et maintenant, manipulation qu'il a l'air de mettre en pratique avec cet enfant, ça fait bizarre. Le plan commence, Maggie se dirige vers la voiture, prête à la démarrer, pendant que Negan attire le Croate. Sauf que tiens, la petite Ginny qui débarque. Maggie, regrettant son geste de la veille, ne peut l'abandonner et décide d'aller à sa poursuite. Entre-temps, la jeune fille a actionné un disque, ce qui a lancé un compte à rebours. Le groupe de Tommaso arrive près de l'octogone. Negan cherche à attirer le Croate, sauf qu'il se rend compte que quelque chose ne va pas. Maggie a disparu, ne laissant qu'un tournevis sur la banquette. Maggie récupère Ginny et découvre avec les autres que personne n'est présent. Le compte à rebours se termine et les portes du Madison Square Garden explosent, laissant entrer des milliers de rôdeurs. Le plan a échoué, car le Croate avait un coup d'avance. Passage vraiment sympathique puisque nous ressentons vraiment la tension entre les longs silences et l'ambiance oppressante qui s'en dégage. En revanche, j'aimerais souligner que le temps de réaction des personnages est assez long. Oui, parce qu'à partir du moment où tu te rends compte qu'il n'y a personne et que tu entends des explosions aux alentours, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Maggie et les autres vont tenter de fuir, mais c'est malheureusement trop tard. Les rôdeurs arrivent de partout, des gradins, des portes qui entourent l'octogone. Coincés et ne sachant pas comment faire, les lumières s'allument pour ensuite se rallumer avec une musique dynamique. Le show du Croate commence, un amusement pour lui, une corvée pour les autres. Lui, de son côté, décide de rester, car il se doute que Negan est dans le coin. S'en suivra un moment vraiment jouissif où nous voyons Maggie et le groupe se défendre contre une horde entière, il y a des morts, de la difficulté,
prouvant que le plan du Croate a marché, ce qui rend le personnage encore plus crédible. Avec ça, le côté guerrière de Maggie ressort. La hargne est présente, elle doit sortir d'ici pour sauver son fils. Et qu'est-ce que j'aime voir une Maggie guerrière, puisque depuis la saison 2, Maggie a toujours été vendue comme telle, une femme qui n'a pas peur de passer à l'action, avec une âme de leaduse. Le groupe s'est complètement fait happer par la horde. Il ne reste que Maggie, Amaya, la femme qui avait trouvé la pluche, et la petite Ginny qui s'était cachée dans l'octogone. Le Croate poursuit alors Negan, sourire aux lèvres, pendant que Maggie et les autres abattent des rôdeurs derrière la grille, nous rappelant un petit peu la saison 3, et avec son âme de leaduse, elle demandera aux autres de récupérer les protections sur les coins de l'octogone, s'en servant comme bouclier. Tout ce qui se passe au Madison Square Garden, c'est vraiment excellent, car j'ai l'impression que Maggie utilise l'expérience qu'elle a accumulée depuis des années. Abattre des rôdeurs derrière un grillage, comme en saison 3, le coup des boucliers, en restant proche des uns des autres, pourrait aussi nous faire penser à la technique utilisée en saison 10. Bien que Maggie n'était pas là, elle a pu l'apprendre plus tard, entre la saison 11 et aujourd'hui. Maggie arrive à se frayer un chemin. Croyant qu'il était mort, Tommaso débarque pour les aider, et tous ensemble arrivent à sortir d'ici, en se cachant dans une autre pièce. Il est impossible de quitter le Madison Square Garden. La seule manière de sortir est par les égouts. Un endroit extrêmement dangereux. Les personnages sont à cran, le plan a échoué, presque tout le monde est mort. Amaya précise encore une fois que les égouts sont irrespirables et que tous les morts sont là-bas. Je pense que Tommaso a été mordu. Je le trouve bien trop confiant avant de s'enfoncer dans ce qui semble être les enfers, comme s'il se savait condamné mais doit se dépêcher de les aider afin de les faire sortir rapidement des égouts. Entre temps, nous avons eu le premier face-à-face entre le Croate et Negan, dans un dialogue qui prend un peu plus son sens grâce à la scène flashback du début. Notez aussi que la horde disparaît en l'espace de quelques secondes, le Croate regarde par-dessus la rambarde, et on peut y voir quelques cadavres au sol, et plus aucune trace de la horde. Bon, allez, je ne dirai rien. Le Croate a l'air heureux de retrouver Negan. Il dit ne pas lui en vouloir pour l'oreille, car il en a une deuxième. Il parlera d'un certain Jérôme, sûrement un ancien sauveur qui lui a raconté ce qu'il s'est passé après son départ du sanctuaire. Il est au courant de la guerre avec la colline, le royaume et Alexandria. Il parlera aussi de Simon qu'il n'avait pas l'air d'apprécier. C'est intéressant puisque ça prouve que le Croate est au courant de tout et qu'il peut mettre pression à Negan afin de faire comprendre qu'on ne peut rien lui cacher. Fier d'avoir construit un nouveau sanctuaire, le Croate ne fait que parler, alors que Negan ne dit rien. Ce qui fait écho au dialogue du début, la peur de l'écouter comme une chanson. Negan dira qu'il est ici pour l'enfant de Maggie, mais le Croate lui apportera le Marshall. D'ailleurs, coucou Pearly, on t'avait presque oublié. Il le balancera par-dessus la balustrade, et dans une scène complètement what the fuck, Pearly arrivera à s'accrocher, et tous deux arriveront à s'enfuir. Ils se retrouveront à l'extérieur du bâtiment, dans un petit magasin, et en baissé sa garde, le Marshall le braquera avec son arme, lui rappelant les codes qu'il a enfreints. L'épisode se termine avec une scène vraiment sympa, puisque Maggie s'enfonce progressivement dans le noir. Et à mon avis, les égouts, nous ne sommes pas prêts. Comme je l'expliquais dans ma dernière vidéo, il fallait absolument que la série passe la seconde et nous propose un épisode rythmé. Et au vu de ce qu'il nous a offert aujourd'hui, et ce que nous montre le trailer de l'épisode 5, j'ai comme envie de croire que ce n'était que le début. Vous savez, j'essaie toujours d'être aussi objectif que possible avec la franchise. The Walking Dead est dans mon sang et je sais que je vois les choses différemment dû à mon amour pour cet univers. C'est pourquoi j'ai voulu faire ce format d'analyse. Je voulais vous montrer que j'étais capable de vous mettre en avant les qualités et les défauts du show, tout en laissant de côté mon côté fanboy. Et même si oui, pas mal de choses ne vont pas dans Dead City, je ne peux pas m'empêcher de voir ses nombreuses qualités. Parce qu'à l'image de l'épisode 4, la série est généreuse et elle ne se moque pas des fans de la franchise. Elite Journey veut qu'on s'amuse, qu'on rêve, allant même jusqu'à nous proposer des épisodes de 40 minutes pour qu'on ne s'ennuie pas. Il va à l'essentiel tout en respectant le duo Maggie-Negan et comprend très bien ce qu'on attend d'un format de 6 épisodes. Terminer les épisodes d'une heure où il ne se passe rien, terminer les dialogues qui n'amènent à rien, tout ce que nous voyons ou presque apporte quelque chose dans Dead City. Vous l'avez compris, j'ai adoré l'épisode 4 malgré ses défauts évidents, car oui, moi aussi j'ai besoin de rêver. Qui aurait cru qu'un jour je verrais Maggie et Negan ensemble à Manhattan? Qui aurait cru un jour que je verrais Maggie exploser du rôdeur au Madison Square Garden? Et au vu du trailer de l'épisode 5, on comprend qu'il y a quelqu'un au-dessus du Croate. Une fameuse Darlene. Avec ça, il y aura aussi le duo Pearly et Negan, et Maggie dans les égouts. J'ai du mal à croire que la tension va redescendre. Il ne reste que 2 épisodes, et comme l'épisode 4,
on doit envoyer la sauce. Un épisode qui se veut clairement plus popcorn que les autres, avec beaucoup plus d'action, des petits moments what the fuck, mais qui ne gâchent en rien le plaisir que j'ai tous les lundis avec The Walking Dead Dead City. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, portez-vous bien, et à la semaine prochaine.